Ok. On nous dit que la sono est bonne. On va pouvoir commencer la séance. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour écouter des intervenants au nom de masters spécialisés de l'École nationale des ponts et chaussées, tel qu'il faut appeler l'école d'aujourd'hui. Je suis avec mon camarade Romain Duballet, directeur du MS DBD. Je suis moi-même Olivier Sednick, directeur du master spécialisé BIM. Et nous allons vous présenter ces deux masters. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, le stand de l'école des ponts est juste derrière, à quelques pas d'ici. On va vous présenter ces deux formations à travers des interventions de mastériens ou d'intervenants dans quelques minutes. Je reviendrai sur le MSBIM. Romain, est-ce que tu veux décrire ce qu'est le master DBD? Oui. Oui, avec plaisir. Master DBD, donc pour Digital Building Design, c'est une formation sur l'innovation industrielle dans la construction à travers donc des solutions numériques de conception et de fabrication, l'architecture paramétrique, le machine learning pour apprendre à faire en gros de la conception optimisée, et après on apprend à les fabriquer. Et on reçoit aujourd'hui donc Lorenzo Fauvet, qui est un alumni du master, qui présentera son travail tout à l'heure, travail d'autant plus intéressant qu'il a donné lieu donc à la création d'une start-up qui s'appelle Poulpe, mais je ne vais pas en dire plus que ça, je le laisserai se présenter sur de l'impression 3D de plastique, donc dans un cadre d'économie circulaire. Voilà, donc c'est un petit peu ça, innovation numérique, robotique, fabrication, industrie 4.0, etc. C'est ça qu'on apprend donc, dans le master DBD. Voilà, donc des formations qui sont complémentaires de celles que nous donnons dans le cadre du Master BIM. Dans le Master BIM, on parle, ça sera le thème de l'intervention d'Alexis, un peu d'outils et de technologies, beaucoup de la façon de travailler ensemble. On est beaucoup à penser que le BIM, c'est surtout de la collaboration entre les acteurs, même s'il y a des normes, même si on parle de maquette numérique, qu'on parle de technologie, qu'on commence à parler d'intelligence artificielle, comment arriver à mieux travailler ensemble. Et puis avec un point particulier en cette année 2024, nous sommes beaucoup à dire que cette année, nous fêtons les 10 ans du BIM en France. Tout a éclos, s'est lancé. C'est déjà avant, on était quelques-uns à être là à la préhistoire de ces outils et méthodes de travail. Tout s'est réellement mis en place en France, notamment en 2014. En septembre 2014, nous lancions la première session du master spécialisé BIM. Je disais à l'époque aux 36 mastériens qui étaient là, qui n'étaient pas des cobayes, mais des pionniers. Ça a été le cas, puisque nombre d'entre eux sont aujourd'hui des figures éminentes du BIM en France. C'est une formation qui s'adresse à l'ensemble des acteurs de la construction, qu'ils soient architectes, souvent pour une moitié d'entre eux, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, géomètres, économistes de la construction et tout autre métier lié au monde du bâtiment. Et on voit avec plaisir que aujourd'hui, nous avons environ 600 personnes qui sont diplômées ou suivent cette formation. Quelques-uns de nos nouveaux mastériens sont dans la salle et ça me fait plaisir de les voir aux côtés de ceux qui sont déjà diplômés. On les voit sur une grande majorité des projets qui sont en BIM aujourd'hui en France, et nous espérons propager cette culture que nous forgeons avec eux, d'un BIM qui se veut utile, pragmatique. On en reparlera aussi tout à l'heure. Il y a une table ronde à midi sur le numérique avec d'autres acteurs. On ne se réfugie pas derrière la technique, on utilise au service des projets, au service de ceux qui les construisent, de ceux qui en seront les usagers, puis au service des enjeux environnementaux auxquels on se doit d'apporter des réponses. Sans plus attendre, je vais peut-être inviter le premier de nos trois intervenants, Alexis Koumtad, si tu veux bien nous rejoindre. Alexis, qui est consultant, qui va nous le dire lui-même, qui est un de nos intervenants majeurs du MSBIM quasiment depuis l'origine, sur des questions essentiellement humaines. Ça sera le thème de son intervention. À côté des technologies, comment est-ce qu'on apprend aux gens à se connaître, à travailler ensemble, à s'estimer? Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour lancer le slide, par contre. C'est toi, Stéphanie, qui vient l'activer, mais merci. Donc, on aura une dizaine de minutes pour chacun de vous trois, avec Magdalena et Myriam qui vont suivre ta présentation. Merci d'avance, Alexis. Merci, Olivier. Oui, on parle de numérique, on parle de BIM, et vous dites c'est des outils, et comme vient de le dire Olivier, au sein du master spécialisé, on parle aussi de ce qui est organisationnel et humain. Alors ça fait moins rêver, parce que les outils, le numérique et tout, c'est de l'ordre du fantasme.
Enfin, et donc les fantasmes, il faut avoir de la fantaisie, il faut rêver. Mais là, on atterrit un peu. Et il n'y aura pas de slide, je vais vous raconter des histoires. En fait, vous vous demandez pourquoi il y a des valises, à part que ce soit... voilà, c'est un vieux qui vous parle de ça. Pour l'histoire, je ne suis pas technophobe, j'ai fait du dev. J'ai gagné pas mal d'argent avec ça quand j'étais jeune. Puis après, je me suis dit, je ne veux pas être millionnaire, je ne veux pas faire du dev, je ne veux pas créer une start-up, je veux faire des trucs qui servent à rien, c'est-à-dire de l'humain et de l'entreprise. Les valises à roulettes, en fait, ouais, beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas nés, en gros. C'est né dans les années 70. Alors, vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'avant, il n'y avait pas de valises à roulettes. Donc, en fait, peut-être pas. Et dans les années 90, ça s'est vraiment développé, parce qu'on a développé des roulettes plus résistantes. Et puis, la poignée rétractable. Ça, c'était une vraie invention. Alors, en préparant le doc, j'ai trouvé des articles et des bouquins qui disaient qu'en fait, les valises à roulettes auraient pu être inventées avant et que tout ça, c'était un coup du patriarcat dominant pour se conserver le droit de porter des valises. Alors vous voyez, quand je dis ça, effectivement, je suis un mâle blanc de plus de 50 ans, enfin, donc je suis bien dans la cible. En fait, moi, je me dis que c'était peut-être aussi parce qu'il y avait une question de temps du projet, c'est le time to market. Vous savez, quand vous faites du digital, le time to market, est-ce que c'est le bon moment? Et en fait, on n'avait pas les matériaux à la fois pour construire les coques, et puis des valises, et puis des roulettes qui ne s'arrachaient pas. Mais voilà, donc en gros, c'était ça. Et pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Parce qu'en fait, en 2010, alors je m'en souviens en 2010, là encore, c'est une éternité, parce que je suis consultant, et donc je voyage beaucoup. Et en 2010, j'avais fait un papier là-dessus, donc j'ai retrouvé ce papier. Et je m'apercevais, en fait, c'est le problème du consultant, c'est que les gens dans les valises, dans les gares en particulier, parce que je me balade surtout en train, ils tiraient leurs valises comme ça. Et donc, il y avait deux impacts. C'est que, ça utilise 2,5 fois d'espace au sol, plus que quand vous êtes avec une valise ou un sac à dos. Parce que vous tirez derrière, et quand vous êtes concepteur, en BIM ou pas, d'espace public, c'est un coût qu'il faut prendre en compte, parce que le temps d'embarquement, il n'est pas le même, la queue, elle n'est pas la même, etc. Puis il y avait un autre impact, c'est l'impact sur les pieds et sur les jambes des gens. Parce que les gens, ils passaient, puis poum, ils tapaient. En fait, pourquoi je vous raconte ça pour le BIM? On va y arriver. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu il y a 15 jours, c'est les trucs de rentrée. On tape sur la SNCF parce que la SNCF a mis en place une nouvelle politique bagages. Et donc, en disant, vous n'avez pas le droit de vous balader avec plus de 2 valises, de tel volume, etc. Et alors, évidemment, on a attaqué la SNCF et le directeur général de voyage a dit non, c'est parce que les gens se baladent avec des frigos. Oui, peut-être. Il y a peut-être eu une fois un frigo. Moi, j'ai le sentiment que c'est tout simplement, mais encore une fois, dans la salle, vous êtes en grande majorité très jeunes. En fait, il y a eu une augmentation du volume des bagages. C'est que le fait de pouvoir avoir des roulettes et des matériaux comme ça super légers, ça fait qu'on se balade avec des valises qui sont comme ça. Et souvent, enfin, moi, je vois des gens qui ont deux valises. Tout ça, c'est pas du BIM. En fait, il y a un moment, c'est une question des usages. C'est-à-dire que quand on s'équipe d'un outil numérique, on pense à quoi? Comme pour une valise, c'est pratique, je vais pouvoir voyager. On s'équipe d'un outil numérique et du BIM. On se dit, ça va me faire gagner du temps, ça va permettre de gagner de l'argent, mais on ne pense pas nécessairement aux conséquences de ce que ça a. Et c'est là où vous allez peut-être vous dire, il y a un lien avec le BIM. Un outil numérique, on se pose la question de la maîtrise technique. Donc, on prévoit des formations. Les vendeurs de logiciels vous vendent des formations. Et puis, si les utilisateurs ne savent pas bien se servir du logiciel, de temps en temps, on fait une petite adaptation, puis on repaye une formation, jusqu'à plus soif. On se pose rarement la question mais pourquoi ils ne font pas ça bien? Pourtant, l'outil, il a été vachement intelligemment programmé. Alors maintenant, on travaille en agile, on est capable d'adapter le logiciel. C'est quand même mieux, ça s'améliore. Néanmoins, on va pas jusque-là. Et puis, il y a un moment où c'est fantasmatique. Enfin, je ne sais pas si
C'était il y a combien? Il y a 10 ans, la RSE, ce n'était pas la responsabilité sociale d'entreprise, c'était les réseaux sociaux d'entreprise. Il y a un moment où les grandes boîtes se sont dotées de super réseaux sociaux d'entreprise pour faciliter la communication entre les gens. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes dans des grandes boîtes, vous avez connu ça. Je pense que plus personne s'en sert. Mais ça a permis de parler des outils, de vendre du logiciel, de gagner de l'argent. L'utilité sociale de ça, je ne suis pas totalement certain. On peut se poser la question. Hein, bon. Le numérique, et donc le BIM ou le digital, je ne sais pas, il y a du fantasme. Il y a une dimension fantasmatique. Et ce qui est intéressant, en tout cas c'est un des messages qu'on essaie de passer, c'est qu'il faut aussi atterrir parfois. Il ne faut pas être juste dans le fantasme. Les mastériens, ils sont engagés dans la vie professionnelle, ils sont dans l'entreprise, il y a une réalité. Le fantasme, il est le fantasme du pognon. Et nous, on a vu plein de créateurs de start-up venir en disant oh, « je vais gagner de l'argent ». On parle de ceux qui ont gagné de l'argent, heureusement il y en a. On ne parle pas de ceux qui ont fait fondre les fonds que les gens ont investis. Donc il y a déjà ça, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Hein. C'est comme le loto. Pour gagner, il faut jouer, mais tout le monde ne gagne pas. Mais en même temps, c'est du fantasme, hein, donc c'est sympa. Et puis, il y a un fantasme technologique. Vous savez, on se dit, on va pouvoir collaborer. On met un outil numérique pour collaborer. Je vous parlais des réseaux sociaux d'entreprise. Là, on met du BIM, tout le monde a accès, modulo des tableaux, des échanges de données. C'est bizarre, les gens ne collaborent pas. Et bon, il y a un moment où on se dit, il faut se poser quand même la question de ce que ça va changer. Le BIM, par exemple, on dit c'est collaboratif. Olivier disait c'est collaboratif. Avant une conduite de projet classique, on a l'architecte qui imagine le geste architectural, qui fait un joli truc. Et puis après, il donne ça aux ingés. Les ingés, ils se disent putain, le con. Bon, et puis ils se débrouillent, quoi. Et puis après, ils donnent ça à la maîtrise d'œuvre, et puis les gens y font. Avec le BIM, on peut se poser des questions. Alors ça, c'est la question, est-ce que ça se fait ou pas? Quand vous êtes dans les entreprises, vous pouvez en témoigner, ou si vous venez au master, on vous racontera. Normalement, tout le monde peut intervenir à tel moment. Je sais pas, c'est comme chez Ikea, quoi. Vous allez chez Ikea et vous dites ah ben moi, je voudrais ma cuisine comme ça. Et puis vous voyez sur l'écran, et le vendeur, il vous constitue une cuisine, un salon, avec en plus maintenant, on insère non seulement les modèles, mais la vraie image du meuble. Et donc, quand vous construisez un projet en BIM, vous allez voir le grand public. Monsieur et Madame Michu, ils vous disent ah non, mais là, le mur, vous ne pouvez pas le bouger. Oui, bien, ben, si, c'est facile, c'est un outil numérique, on peut le bouger. Sauf que derrière, voilà, quand vous êtes sur un immeuble de grande hauteur, vous allez changer les plaintes. Ben, il y a 30 étages à changer. Et donc, derrière, il y a un certain nombre de conséquences. Je vous raconte ça parce que c'est comme les valises. On achète une valise, on ne pense pas aux impacts. On achète un outil numérique, on ne pense pas nécessairement aux impacts. Et donc, il faut prendre en compte ce genre de choses. Il y a par exemple des questions qu'on peut se poser. Quand on équipe une entreprise en BIM, à qui est-ce qu'on va confier le pilotage de la mise en œuvre? Est-ce que c'est une direction du numérique? Il y a 10 ans qu'on a créé le master, à peu près, il y avait pas mal de CDO, c'était une fonction à la mode, Chief Digital Officer. Et puis la fonction, elle a disparu. Et c'est normal. Il y a un moment où on imagine un truc, le CDO il est rattaché au DG en général, parce que c'est important, et puis après, ça se transfère aux unités opérationnelles. Ça, c'est assez classique. Donc, mais mine de rien, on doit se poser la question, qui est-ce qui doit s'en occuper? Qui est-ce qui va le faire? Vous êtes tous jeunes, vous avez appris les outils numériques. Quand le BIM arrive dans une boîte d'ingénierie, est-ce que ce sont des dessinateurs projeteurs qui vont faire ces super maquettes numériques qui sont plus en 2D mais en 3D et qui maintenant sont en plus enrichies? Ou est-ce que c'est les ingés qui savent s'en servir en gros et qui vont le faire? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Mine de rien, c'est dire on va passer en BIM. Ok. Qui va piloter? Qui va se servir, qui va se servir des outils? La question, et qui se pose de plus en plus, est-ce que l'outil, on doit l'imposer à nos partenaires et à nos fournisseurs? Il y a certains mastériens tout jeunes sortis qui disent « Oh oui, il faut imposer. » Ouais. Et puis quand vous êtes dans la vie de l'entreprise, il y a un moment où le fournisseur il vous dit « Non, mais t'arrêtes tes conneries. » Il y a un moment où on se dit aussi jusqu'où il faut numériser. Parce que le BIM, la maquette numérique, c'est formidable. En fait, j'ai bossé dans l'industrie beaucoup, il y a 20 ans, et l'industrie était très en avance sur le monde de la construction en matière de numérique.
Et donc, on a tout modélisé, les turbines à gaz, jusqu'au moindre détail. Et il y a un truc qui s'appelle les data lakes. C'est des lacs de données avec une profondeur, c'est comme les lacs de montagne, en fait, c'est pratiquement infini. Les gars, ils ont fini par arrêter. Alors, pas complètement. Il y a du jumeau numérique pour prévoir la maintenance, etc. Mais il y a un moment, ils ne pouvaient plus taguer les données. Alors maintenant, on se dit, il y a l'intelligence artificielle qui va le faire. L'intelligence artificielle, je pense que vous n'ignorez pas que dans beaucoup de cas, on s'est aperçu, il y a quelques cas un peu marqués, c'est que c'est des gens qui sont de l'autre côté des mers, super loin, et qui taguent, qui font des micro-tâches payées au centime pour reconnaître. D'ailleurs, si vous-même vous tentez de temps en temps sur un moteur de recherche, on vous demande de faire une reconnaissance, etc. Donc il y a un moment où il faut aussi se poser ces questions existentielles. C'est qu'est-ce que ça va susciter comme effet dans mon entreprise et dans la société. C'est aussi des sujets sur lesquels on veut intervenir. Il y a des sujets de fierté professionnelle. Alors, il paraît que ça, c'est un truc très très français. Hein, enfin, moi, j'ai fait pas mal d'études dans des pays anglo-saxons où on est plus sur le contrat. En France, c'est depuis les années 70. Michel Crozier, un sociologue, qui avait étudié ça, et c'est toujours vrai. C'est con, hein, on est 50 ans après, quoi, mais c'est toujours vrai. Beaucoup d'entre vous, nous, on veut se poser la question de à quoi ça sert, pourquoi je fais ça. Et donc, quand vous mettez en place un outil, que vous retirez une partie du job des gens, ben, ils se disent, mais finalement, à quoi je vais servir? Je ne parle même pas de supprimer le boulot. C'est, est-ce que c'est intéressant, mon job? Et donc, quand vous mettez en place le BIM, et ça, c'est de la conduite du changement dans une entreprise, il y a des aspects purement irrationnels. Sauf que, tant qu'on est des femmes et des hommes et pas des machines, on a de l'irrationnel. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'en a rien à battre et qu'éventuellement, on sera payé? Et puis d'ailleurs, si on peut rester à la maison en télétravail, c'est pas plus mal parce que je vais rien branler. Donc, je caricature, hein, évidemment. Et il faut que tu puisses conclure. Pardon. Donc, est-ce que c'est un changement de type 1, un changement de type 2? Et là, je termine, David, parce que c'est 10 secondes. Tu m'as dit, on a 10 minutes. Alors, j'avais prévu 8 minutes 30. J'ai prévu 10 minutes. C'est pour ça que je me suis lâché. Est-ce que c'est un changement de type 1, un changement de type 2? Ça, c'est de la technologie de changement. Changement de type 1, on ajuste. Changement de type 2, on bouleverse les choses. Sauf que ces projets de changement, on ne les mène pas de la même façon dans une entreprise. Et donc, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on sensibilise nos mastériens, sur lesquelles on les forme, sur lesquelles on les évalue, parce qu'à la fin du master, on fait un mémoire, enfin vous écrivez un mémoire, et donc vous défendez les sujets, on ne vous demande pas seulement de savoir vous servir d'un outil, mais aussi de vous poser des questions de qu'est-ce que ça va changer, à quoi ça sert, et c'est pour ça qu'on vous dit que le BIM, c'est 20% de technique, mais c'est aussi 80% d'humain. Merci Alexis. Aussi et surtout, 80% d'humains. Pour en savoir plus, les inscriptions pour le MS-BIM recommencent en janvier pour pouvoir écouter plus en détail notre ami Alexis Koumtat et nos autres intervenants. On va voir concrètement ce que ça donne sur le terrain avec deux mastériennes. On va commencer par Madame Lénard Bueno. Tu vas nous faire part de ton sujet de thèse. On va écouter deux sujets de thèse et je dirais deux mots d'un de nos intervenants coincé chez lui par des raisons de santé. À toi de jouer. Ouais, oui. Bonjour à tous. Donc oui, comme le disait Olivier, je suis une ancienne mastérienne du master spécialisé de la promo 2022-2023. Bien proche. Oui. Mais j'ai l'impression que ce micro-là marche peut-être plus fort. Alors, donc oui, comme le disait Olivier, je suis une ancienne mastérienne du master spécialisé de la promo 2022-2023 et je vous présente ma thèse. Donc j'ai conduit ma recherche au sein de la Société des grands projets, donc une maîtrise d'ouvrage public, et le thème c'était revoir l'expression de besoin en OpenBIM. Qu'est-ce que c'est la Société des grands projets? Donc, il s'agit de la maîtrise d'ouvrage du Grand Paris Express. C'est un projet que vous peut-être connaissez déjà, un projet assez ambitieux, donc un projet d'infrastructure qui voit la construction de 68 nouvelles gares, 200 km de voies ferrées dans l'approche banlieue de Paris. Donc, il s'agit de doubler le réseau de métro existant maintenant dans Paris. Comme je le disais, c'est un projet assez ambitieux, un projet qui a voulu insuffler une démarche BIM
pour la construction. Donc le BIM ici est considéré une opportunité et on veille afin que ce ne soit pas considéré un fardeau, donc que ce soit utile, tout d'abord pour les intervenants, pour les entreprises, pour les maîtrises d'œuvre, et après que ce soit utile pour la maîtrise d'ouvrage. Toutes les décisions qu'on prend vis-à-vis de la démarche BIM, c'est un dialogue avec les parties prenantes. Donc les exigences sont toujours accompagnées par des perspectives d'application concrètes et on veut que la démarche BIM soit un vecteur de cohérence au sein du projet. On s'est posé une question par contre. Est-ce que la formulation de ces besoins, elle est toujours faite de façon pertinente? Est-ce que ces exigences sont toujours comprises de la même façon et comme nous on les entend par les parties prenantes qui interviennent dans ce projet? Et après 10 ans du début de ce projet, on s'aperçoit que les maquettes ne correspondent pas forcément à ce qu'on avait demandé. On s'est remis en question donc et on propose de revoir certains points. Bien sûr, on a trouvé des points faibles dans notre cadre de prescription. Tout d'abord, le fait que nos prescriptions sont analogiques et donc sont écrites sur papier dans un cahier des charges et pour le BIM doivent être traduites de façon informatique. Ça, c'est un premier obstacle, la traduction. Le fait que ce projet il avance et que le BIM il n'est pas statique mais il y a toujours des innovations et donc notre cadre de prescription avance avec l'avancée des outils. Il y a des évolutions des documents, les documents se superposent, ces documents des fois se contradisent. On a ce type de problème. Un autre enjeu du Grand Paris Express est dû au volume de données. En fait, on a énormément de données. On a 150 entreprises en interface, 9 différentes maîtrises d'ouvrage. On construit 242 ouvrages. Il y a 2 millions d'objets modélisés par ligne. Nous construisons 4 lignes de métro. Donc les données à contrôler sont beaucoup. Et on se dit qu'on pourrait modifier ce qui se passe maintenant pour avoir des résultats plus performants. Donc à ce jour, le workflow qu'on applique, c'est un workflow traditionnel. Donc il y a la maîtrise d'ouvrage, le client, qui formalise ses exigences dans un contexte analogique, dans le cahier des charges. Ces exigences sont après traduites par le modeleur pour renseigner les informations. Jusqu'au moment où la maquette elle est complète, elle est renseignée, elle est envoyée au client pour validation. Et il y a des échanges pour finaliser et valider la version finale. Ce workflow, c'est un workflow fragmenté. On change d'environnement plusieurs fois. On passe du papier au numérique. Après, on revient à la consolidation de la maquette. On retourne au numérique, etc. On trouve que ça ne marche pas forcément. L'année dernière, il y a un nouvel standard qui a vu la lumière, proposé par Building Smart, c'est l'IDS. Donc, c'est un standard OpenBIM. IDS, c'est l'acronyme pour Information Delivery Specification. Il s'agit d'une traduction numérique du cahier des charges. Donc, c'est un format qui est effectivement exploitable par différents logiciels parce que c'est justement du OpenBIM. Ça permet de définir les exigences en matière de données tout au long du projet. Donc, en définissant les qualités qu'on souhaite avoir par rapport à chaque objet. La principale caractéristique, c'est qu'il soit lisible par un homme et aussi par une machine. Donc, si on imagine un nouveau workflow, cette fois avec les IDS, on pourrait dire que tout en haut, on a la maîtrise d'ouvrage qui définit ses prescriptions avec un cahier des charges, oui, mais accompagné par un IDS, donc une solution informatique. Il s'agit déjà d'une base structurée de la donnée. Donc la donnée qui sera renseignée sera déjà mise en place, c'est déjà uniforme, aura déjà des caractéristiques qu'on pourra exploiter mieux. Donc il s'agit d'une base de données vide, tout à fait. Elle va après passer chez la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre pourra rajouter des exigences propres à son travail. Donc rajouter une couche dans les IDS, pré-remplir déjà un petit peu la base de données, jusqu'au moment où la base de données arrive chez le modeleur. Le modeleur, il ne doit pas sortir de son environnement parce que l'IDS, il se rajoute à son logiciel de modélisation comme un plugin. Donc il peut continuer à travailler dans son environnement connu, fiable, et contribuer à la constitution, à la finalisation de cette base de données. Cette base de données elle peut être auto-validée, auto-contrôlée, parce qu'il a toutes les valeurs admissibles et il a tous les critères pour vérifier que son travail il est conforme. Il n'y a pas les échanges finaux, parce que ça sera nécessairement cohérente avec ce que la maîtrise d'ouvrage aura demandé.
l'IDS se présente sous forme XML, donc comme le petit screenshot à droite. Pourquoi on aime cette solution? Comme on a dit, c'est une solution structurée. On a une conformité des données qui est renseignée dans les maquettes. On a une fiabilité. Ce workflow, il est fluide, comme je disais, il n'est pas fragmenté. On a garantie de conformité. Les valeurs sont nécessairement contrôlées parce qu'on peut intégrer que des valeurs autorisées à l'intérieur de la maquette. C'est de l'OpenBIM. Et on travaille dans un environnement commun de données. On a une certaine vision de comment les IDS vont être mises en place à la Société des grands projets. Pour le moment, c'est un travail en cours. Donc, il y a des avantages pour toutes les parties prenantes. Pour nous, sûrement, il s'agit d'un support à l'expression de besoins. Le fait de mettre en place des données structurées, cela nous pousse à définir mieux nos attentes, à définir exactement ce qu'on souhaite, parce qu'on s'est aperçu que peut-être avant, on était un peu plus vague. On n'avait pas défini exactement ce qu'on voulait, et à la fin, il y a eu plusieurs questions qui se sont posées. On peut garantir une qualité des livrables, et surtout, on continue à travailler en OpenBIM. Donc on n'est pas forcément lié à un logiciel propriétaire. Pour les maîtrises d'œuvre, il s'agit d'une solution informatique. Il y a un référentiel unique, donc ils ne doivent pas aller lire 10 documents différents qui disent 10 choses différentes. Et il s'agit d'interopérabilité avec les différents logiciels. Pour le modeleur, il y a encore des avantages. Donc pour les entreprises, le remplissage est orienté des informations. Eux aussi, ils ne doivent pas aller vérifier les différents référentiels des données. Parce que ce référentiel, il est intégré dans le logiciel et ils peuvent faire un autocontrôle. Donc ils sont sûrs que les informations qu'ils ont renseignées sont conformes et correctes. Ça, c'est la conclusion de mon travail. Et merci Madalena. Moi, je retiens plusieurs choses de ce que tu as dit, outre le fait que ça montre un excellent travail qui a été fait dans le cadre du master et qui t'a permis d'être désormais une des collaboratrices de la Société des grands projets. Le positionnement du maître d'ouvrage qui a une démarche BIM explicite, qui cherche à l'améliorer, à la rendre plus compréhensible de la part de ses prestataires, qu'ils soient maîtres d'œuvre ou entreprises, et puis ces fameuses IDS dont on parlait d'une façon un peu abstraite jusqu'à présent, qu'on voit désormais mises en œuvre. Je voyais sur le stand voisin d'un éditeur de logiciels, non seulement de vérification de maquettes, mais tout simplement de modélisation. Nouveauté de cette année, les IDS sont présents dans le logiciel, permettant de recueillir les besoins tels que tu les as présentés dès le début du travail. Merci beaucoup, Madalena. Merci encore. On va passer, après la maîtrise d'ouvrage, oui, on peut applaudir. Oui. Allez, on va prendre une question, et puis après, Bonjour. Le lien que vous pourriez faire entre IDS et CCTP, entre les besoins qui sont contractuels et les informations qu'on va rajouter en plus, je vois pas toujours très bien comment ça se passe tout ça. Effectivement, le mot-clé que vous avez dit, c'est contractuel. Les IDS, ils ne peuvent pas être contractuels. C'est pour ça qu'on aura toujours besoin d'un CCTP, qui lui, il est contractuel. Par contre, toutes ces prescriptions, elles peuvent être traduites par la maîtrise d'ouvrage dans l'IDS. Donc, ce n'est pas le modeleur qui doit interpréter les prescriptions, mais c'est la maîtrise d'ouvrage qui les fournit déjà de façon numérique et qui donc sont... il n'y a pas de... Ils sont là avant qu'il y ait un CCTP, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on pourra se demander, c'est des questions qu'on voit depuis des années. Est-ce qu'il restera encore nécessaire d'avoir un CCTP si toutes les infos sont en maquette? Ou à minima, comment est-ce qu'on établit un lien entre les deux? Et que d'une ligne du CCTP écrit en texte, on va voir le bon endroit dans la maquette et vice-versa. On voit des choses qui s'ébauchent. Merci de la question, tout à fait intéressante et appelée par le travail. Après la maîtrise d'ouvrage, une architecte indépendante, Myriam Benjema, qu'on a eu le plaisir d'accueillir au master et dont on a apprécié la thèse déjà présentée à quelques reprises. Comment est-ce qu'une architecte indépendante peut utiliser le BIM au bénéfice de ses projets et de ses clients et de la qualité des logements notamment, ou des espaces qu'elle peut produire? Myriam, à toi de jouer. Merci. Alors, bonjour, je suis architecte et j'exerce ce métier depuis 24 ans. J'ai intégré le Master BIM il y a 2 ans pour améliorer l'approche numérique dans mon métier.
Cette expérience très riche m'a permis entre autres de perfectionner mes connaissances autour de la maquette numérique, autour duquel tous les acteurs collaborent pour créer un objet pertinent et évolutif. Cette maquette numérique s'enrichit au fil du temps grâce à l'implication de la maîtrise d'ouvrage, des concepteurs, des fournisseurs, des entreprises et devient petit à petit une base de données qui nous montre la géométrie du projet, mais qui englobe également toutes les données qui sont relatives à ce projet. Donc pour le projet de ma thèse, dans le projet de ma thèse, j'ai abordé les potentialités de la maquette numérique, mais également une des facettes de mon métier, dans le sens où les bâtiments que nous concevons ont un impact sur le bonheur et le bien-être des usagers. Ceci s'est notamment ressenti lors de la crise du Covid-19, crise durant laquelle beaucoup de personnes ont très mal vécu l'enfermement dans des espaces non adaptés. Ceci se manifeste par la configuration spatiale en général, mais également à travers des paramètres qui sont, entre autres, ça ne marche pas, la luminosité, l'aération de l'espace, l'orientation, la surface, la hauteur sous plafond. Ces deux critères donnent le volume spatial dans lequel nous vivons, la présence ou non de certains espaces comme les rangements, les espaces extérieurs, et l'articulation des espaces entre eux qui nous donne un peu la fonctionnalité des espaces. À partir de là, l'idée était d'extraire, à partir de cette maquette numérique dont je parlais, qui est un objet qu'on peut interroger, analyser, en extraire les données pour vérifier l'adéquation avec les objectifs, de les extraire et de les confronter avec des ratios ou avec des taux optimaux de ce qu'on souhaiterait avoir. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, quel est le taux de luminosité adéquat, à partir de quel taux on peut dire qu'on vit bien dedans, et comment on peut donner une note de 0 à 10 si ce taux change. Et à partir de là, j'ai pu formaliser les grilles que vous voyez ici, qui fonctionnent comme des barèmes de notation, comme un barème d'un enfant de 6e, mathématiques, physique, mais là, ça devient luminosité, espace, surface. On les imbrique les uns aux autres, et on peut, à travers cela, avoir une note par rapport à chacun des appartements. Dans mon cas, j'ai travaillé sur le logement collectif. Ce qui est notable, c'est qu'à partir de cette formalisation, de l'extraction à partir de la maquette numérique, de la mise en place d'algorithmes et de la programmation informatique adéquate, j'ai pu développer Beam for Happiness, qui est une application qui est capable de fonctionner comme un calculateur de bonheur dans des appartements. Donc, je vais essayer de vous montrer brièvement. Donc, on ouvre le fichier. Là, c'est une opération immobilière à Courbevoie. À gauche de l'écran, j'ai les différents étages de l'immeuble. Je prends le deuxième étage. J'ai accès au plan de l'étage. Ensuite, je peux avoir les notes de chacun des appartements. Celui-là à 5,07 sur 10, 5,93 sur 10, 5,61 sur 10, 5,88 sur 10, 4,74, c'est pas terrible, 5,2. Ah ben, plus c'est vert, plus ça s'approche du 10, et plus c'est rouge, plus ça s'approche du 0. Donc on va prendre cet appartement, c'est un T3 je crois. Donc sa surface lui donne un 5 sur 10 avec un coefficient de 2. Son orientation est lui donne un 7,5 sur 10. La présence des pièces requises lui donne un 5 sur 10. Le taux d'ouverture excellent lui donne un 10 sur 10. La luminosité lui donne 5 sur 10. Pas de balcon, c'est 0. Pourcentage de rangement, 0 également. L'organisation de l'appartement, 7,5 sur 10. Et ensuite, j'ai les notes de chacune des pièces qui constituent l'appartement. Et là, je peux aller voir chacune des pièces. Donc là, je vais prendre le séjour, par exemple, qui a 2,86 sur 10, c'est dramatique. La surface n'est pas convenable, son orientation est bonne, la hauteur sous plafond n'est pas bonne, il n'y a pas de balcon, il y a juste un taux d'ouverture qui est bon. Et ainsi, je peux faire le tour de chacune des pièces et regarder pourquoi ça marche, pourquoi ça peut nous procurer du bonheur ou pas. Donc voilà, la cuisine. Et on peut faire le tour de tout l'immeuble comme ça. La question qui se pose, c'est à quoi pourrait servir cette application, une application métier? Tout d'abord, ça pourrait servir aux architectes comme un outil d'aide à la conception. Ça nous permet de nous corriger. On est pris dans beaucoup de critères et dans beaucoup de paramètres lors de la conception. Et avoir un outil comme ça qui peut nous donner de manière instantanée et automatique les notes nous permet de nous corriger. Pour la maîtrise d'ouvrage, pour contrôler les projets qui leur parviennent de chez les architectes, je me suis trompée, bon. Dans l'interaction entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, parce que là, on peut avoir des chiffrages sur des notions qui pouvaient paraître subjectives jusque-là.
Pour les particuliers, donc là c'est le BIM accessible à tous, l'application est facile d'utilisation. Vous voulez acheter un appart, vous voulez voir si ça fonctionne ou pas. Maintenant l'application est en plus devenue paramétrique, vous pouvez tester de manière automatique. Pour les promoteurs immobiliers comme argument de vente, également pour les équipes de maîtrise d'ouvrage, pour pouvoir comparer les opérations immobilières, pour anticiper avant de faire des améliorations ou des réaménagements, etc. Je vais aborder la question du jour, c'est-à-dire comment est-ce que le numérique répond aux enjeux de la durabilité de la construction, juste un peu, avant la table ronde de tout à l'heure. Donc d'abord, sur un premier plan, la conformité avec le confort souhaité. Il est clair que si, en amont, on favorise un confort, ça évitera forcément le gaspillage de faire des transformations parce que ça ne nous convient pas. Et par la suite, comme je viens de le dire, la maquette numérique étant une base de données à partir de laquelle nous pouvons extraire des données. Donc il y a les critères que j'ai mis. On peut également mettre d'autres critères comme les matériaux, les propriétés des matériaux qui sont en relation avec la durabilité de la construction. Je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup Myriam. Donc c'est deux points de vue complémentaires, maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Romain, si tu veux venir introduire ton mastérien, et pendant ce temps-là, Myriam, je crois qu'il faut que tu reviennes pour une photo, c'est ça, non Stéphanie, à côté de tes slides. Et je dis juste un mot de Stéphane Limoges pour regretter son absence, mais vous pourrez le retrouver sur LinkedIn. C'est quelqu'un d'intéressant à suivre, comme tous ceux qui ont suivi le Master BIM. Stéphane qui est architecte, qui travaille au service immobilier du CHU de Dijon, le centre hospitalier, où il tient à jour les maquettes numériques du centre hospitalier. Et sa thèse portait sur comment gérer, avoir un dispositif global à jour, sachant qu'on a des maquettes qui reflètent des bâtiments existants, qui sont en exploitation, qu'on modifie, qu'on crée des nouveaux bâtiments, qu'on fait des surélévations. Comment est-ce qu'on gère des choses en train de se faire, des choses déjà faites, pour avoir une vision globale à tout moment en matière d'exploitation des bâtiments. Vous pourrez en savoir plus en allant chercher Stéphane Limoges sur LinkedIn, de même que nos deux oratrices précédentes, ou que Alexis, qui est un intervenant régulier sur LinkedIn, où tu nous fais profiter de tes réflexions. Le temps de trouver la bonne presse, et puis Romain et moi, tu veux peut-être l'introduire. Je te passe le micro, puis on fera une micro-conclusion à la fin. Allô. Oui. Bon, le réintroduire. Donc oui, Lorenzo, il va se présenter lui-même, mais il est architecte. Il a suivi le Master Digital Building Design de l'école des Ponts il y a quelques années. Donc qui est un master, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, qui s'intéresse aussi aux questions du numérique, mais plus sur la partie industrielle et nouvelles technologies. Voilà. Et Lorenzo avait, à l'époque, pendant le master, fait sa thèse professionnelle dans une fameuse entreprise qui développe de l'impression 3D grande échelle, qui s'appelle Xtree. Je rigole parce que j'en suis en fait cofondateur, mais on s'était rencontrés à cette époque et a maintenant fondé sa propre structure, donc qui fait aussi de l'impression 3D grande échelle, mais un petit peu différente. Je vais te laisser la parole. Merci beaucoup d'être venu. Non, je te donne celui-ci. Merci Romain. Alors, je m'appelle Lorenzo, je suis architecte et j'ai travaillé au moins une quinzaine d'années dans l'architecture comme chef de projet. Et j'ai connu le BIM, j'ai travaillé pour la Société de Grand Paris. Mais dans mon parcours de professionnel, j'étais toujours confronté à des thématiques qui étaient assez nouvelles à l'époque. C'était l'architecture paramétrique. En fait, on voulait personnaliser les bâtiments, créer des fonctions dans le bâtiment qui n'existaient pas, désolé. Et donc, j'étais confronté à ces sujets-là et je m'étais mis à utiliser un logiciel qui s'appelle Grasshopper, Rhino, pour pouvoir répondre à l'exigence de l'époque. Donc, j'ai fait beaucoup de projets, beaucoup de concours d'architecture. Et il y avait un grand problème, en fait, on se cassait le dos avec l'équipe pour créer des algorithmes qui répondaient aux besoins du bâtiment, de ce qu'on voulait faire. Mais après, il y avait, en phase de construction, ils ne suivaient pas. Et là, je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Pourquoi on dessinait des choses, mais après, on ne les faisait pas. Et les réponses sont l'argent. En fait, on n'avait pas l'argent pour le faire. Et pourquoi on n'avait pas l'argent? Parce qu'en fait, on faisait des choses qui étaient complexes à faire
Et les entreprises du bâtiment, ils ne savaient pas les faire. Et donc là, j'ai trouvé le Master Digital Building Design qui parle exactement de ça. C'est innover dans le monde de la construction. Parce que dans le monde de la construction, on a beaucoup innové sur le soft, on n'a pas beaucoup innové sur l'hardware. En fait, on construit comment on construisait avant. Et donc, j'ai fait mon master Digital Building Design, mon stage chez Xtree. Et là, j'ai rencontré l'impression 3D, que je ne connaissais pas du tout avant, sauf les petites machines, pour la construction. Et je m'étais fasciné à ce monde-là. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose de similaire à Xtree, mais par contre utiliser des déchets pour construire. Donc je me suis posé beaucoup de questions et au début je voulais faire des coffrages recyclés, c'est encore dans le pipe de l'entreprise, mais c'est un peu compliqué, donc c'est en cours de développement. Et je me suis dit, bon, c'est quel le déchet le plus facile à trouver? Bah, c'est le plastique, donc ok, on commence à imprimer du plastique. Et donc j'ai créé ma propre start-up. Donc je suis un start-upper, comme disait le monsieur d'avant, mais pauvre, pas riche. Donc il n'y a pas que des start-uppers qui sont riches, il y en a des pauvres comme moi. Ouais, tu as raison. Voilà, donc la start-up, si on veut l'appeler comme ça s'appelle Poulpe. Pourquoi Poulpe? Parce qu'en fait, on a repris le nom d'un poulpe, que c'est des animaux qui sont très très intelligents et ils sont dans la mer. Et donc la mer, elle était la plus impactée par la pollution plastique. Et on fait de l'impression 3D grand format. En anglais, on appelle LFAM, donc Large Format Additive Manufacturing, en utilisant des déchets. On prend les déchets, on les met dans la machine et on imprime. Donc on fait des objets sur mesure, on fait du service, ça veut dire qu'il y a des architectes, des designers, des artisans qui nous appellent avec leur propre dessin ou leur propre projet. Nous, on les aide à le mettre en place, ça veut dire qu'on peut, souvent on remodélise le dessin pour pouvoir l'imprimer et après on l'imprime. Alors tout ça, c'est grâce à un flux de travail qui n'est pas le flux de travail classique qui était expliqué avec, je ne me rappelle plus Maddalena, mais c'est un flux de travail qui est un peu particulier parce qu'en fait, il est un flux de travail qui est circulaire, comme l'économie circulaire qu'on met en place. Ça veut dire qu'on utilise un seul logiciel qui nous permet de gérer le dessin, donc la conception et la production. Ça veut dire que si on a un problème en conception, en production, on a tout de suite un feedback qui nous met en une alerte et on peut retravailler la forme, la géométrie ou les paramètres de production. Ça fait que le flux de travail il est plus agile et aussi on ne perd pas beaucoup de temps à comprendre où on s'est trompé, à voir plusieurs logiciels. L'entreprise travaille avec des principes qui sont, comme je vous ai dit, l'économie circulaire. En fait, on travaille qu'avec du plastique ou des bioplastiques qui sont recyclés et recyclables, ce qui nous permet en fait d'économiser entre 40 et 50% de CO2 équivalent. Donc la CO2 équivalent, c'est pas que de la CO2, c'est tous les gaz à effet de serre qui sont mis dedans. Et c'est des estimations qu'on peut trouver en bibliographie. Après, ça dépend toujours de la résine, du procédé et tout ça, mais c'est la base. On travaille, donc on fait que des objets sur mesure, et donc on travaille à flux tendu, ça veut dire qu'on ne va pas produire pour vendre, on produit ce qui est déjà vendu et pour un client spécifique, un peu comme des artisans, mais en utilisant des instruments de l'industrie comme des robots industriels. Ça, c'est ce qui nous permet de faire ça, bah, c'est les outils de dessin algorithmique. En fait, avec les outils de dessin algorithmique comme Grasshopper, on ne va pas dessiner quelque chose, mais on va créer un contexte pour que cet objet-là puisse être dessiné. Donc, par exemple, si je peux faire un exemple concret, en architecture, on ne va pas dessiner, par exemple, les bris-soleil pour se couvrir du soleil. On va dessiner, on va imaginer, faire une hypothèse de ce que c'est alentour, donc comment il est le soleil, comment il tape, et après, l'algorithme va créer les bris-soleil pour protéger l'appartement du soleil. Là, c'est la même chose. En fait, on va générer des formes
qui peut être imprimée et imprimée facilement, ou qui peut être résistante par rapport à l'utilisation qu'on doit faire. C'est toujours là. Oh, désolé. Et quand je vous disais, c'est 100% recyclable. Ça veut dire que l'objet qu'on a imprimé, il peut être récupéré par nous-mêmes aussi par des recycleurs. On peut le mettre dans la poubelle jaune et il peut être entièrement recyclé. Ça, c'est important parce qu'en fait, le plastique, il peut être recyclé pas à l'infini, mais quand même un bon nombre de fois. Et donc, c'est une matière qui peut être introduite dans le cycle de production. Et là aussi, on peut gagner en CO2. Le but de l'entreprise, c'est, on va dire, notre proposition de valeur, si on peut l'appeler comme ça, c'est imprimer plus grand avec un impact plus petit. Donc on imprime vachement plus grand par rapport à une imprimante de table et beaucoup plus rapidement avec un impact qui est minimisé. Donc on s'adresse comme à des clients qui sont dans le monde de la construction. On peut, voilà, comme je vous disais, des gaufrages, des panneaux de façade, retail, événementiel, aux secondes œuvres en général. Aussi au monde du design et de l'artisanat et aussi au monde artistique. On est beaucoup sollicité sur ça. Et là, je voulais vous présenter quelques projets récents qu'on vient de faire. Juste une petite parenthèse, en fait, Poulpe a été créé en 2021. On s'est fait plus ou moins 2 ans et demi de R&D pour comprendre un peu comment on pouvait imprimer, à qui s'adresser. En fait, on a vraiment construit l'entreprise et le marché. Et là, ça fait plus ou moins 6 mois qu'on est rentré dans le marché et on commence à produire, on a des clients. Donc le premier projet que je vais vous présenter, ça va être rapide. C'est des tréteaux qui sont pour un salon, le salon du parfum, que ce sera au Carrousel du Louvre, donc le 16, 15, 16, 17 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et sont des tréteaux qui sont faits en PET, recyclés, complètement recyclés. Ce plastique-là vient de l'industrie du médicament. Et donc, on a chaque tréteau, il pèse 20 kg. On a 6 pièces. On a mis 7 heures pour chaque pièce, 42 heures pour tous les 6 pièces à imprimer. Et donc, on a réussi à sauver 40 kg de CO2 par pièce. Par rapport à la même pièce, si on l'imprimait en impression 3D avec les mêmes procédés, mais en utilisant que du plastique vierge. Un autre projet qu'on a fait, c'est pour les Jeux Olympiques à Paris. Celui-là, si vous voulez, vous pouvez l'aller voir à Aubervilliers. C'est à la station de métro Aimé Césarée. C'est des statues, 13 statues faites par un artiste, tous imprimés en 3D. Ça aussi, c'est en PET, sont à l'extérieur. Et ça, c'est aussi un challenge parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir à l'extérieur. Donc, avec la ville d'Aubervilliers et Pleine Commune, qui c'est la communauté d'agglomération, c'est un projet expérimental pour voir comment le plastique recyclé peut rester dans l'espace public, quels sont les temps avant qu'il se dégrade. Là aussi, il y avait 13 pièces à faire. Et voilà, on a pu économiser 30 kg de CO2 par pièce par rapport à la même méthode avec du vierge. Dernier projet, c'est un projet un peu spécial, c'est pour la Fashion Week, donc c'est des artistes, c'est des créateurs, et c'est un projet qui voulait mettre en valeur. Il voulait dénoncer la masculinité toxique de la société contemporaine, et donc voilà, nous on l'a imprimé. C'était un bon challenge parce que c'est une impression, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre un peu d'impression 3D, mais c'était du non planaire, ça veut dire qu'on avait des plans qui n'étaient pas horizontales, bref, un peu complexe. Et on a réussi à le faire, et on est très content de ça. Là aussi, plastique recyclé, recyclable. Donc une fois que le défilé a été mis en place, on a pu récupérer les objets, les rebroyer et les réintroduire dans le cycle de production. Voilà. Merci. Merci beaucoup Lorenzo. Je ne sais pas si... Tu viens là pour la photo ? Juste un mot de conclusion peut-être, ou inviter tous ceux qui sont là à nous rejoindre les uns et les autres sur le stand de l'École des Ponts qui est à côté. Et puis surtout, oui, ça, bien sûr,
annoncer, puis si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez au numérique pour la construction, pour le design au sens large. Dans quelques minutes, dans cette même salle, animée par notre ami et collègue Mathieu Arquier, une table ronde sur laquelle j'aurai le plaisir de vous retrouver avec quelques autres intervenants pour parler du numérique dans le contexte actuel de la construction. Merci à nos intervenants. Mathieu, est-ce que tu veux donner un mot de la fin avant qu'on switch de plateau? On va switcher à Mathieu, mais moi c'est Romain. Ouais. Voilà, Romain c'est mieux que Mathieu. Non. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à venir parler à Lorenzo et moi-même si ça vous a intéressé, enthousiasmé, si vous avez des questions, si vous avez des critiques, des remarques. Voilà, n'hésitez pas. On est toujours ouvert. Intervenants des ponts, nos mastériennes et puis les mastériens actuels qui sont très corporate avec les pulls d'école des ponts, qui pourront vous dire ce que c'est que le MS BIM vu de l'intérieur. Merci de votre attention. À tout de suite pour la seconde table ronde. Merci beaucoup.